Bonjour, je me présente, professeur Jbali Khadija. Je vais vous assurer le cours de physiologie de la reproduction qui fait partie du module physiologie des grandes fonctions pour le semestre 5 et pour la licence fondamentale de la filière SVI. Alors dans cette première vidéo, je vais vous présenter la première partie de mon plan du cours et qui est intitulé « Fonctions testiculaires et axes gonadotropes chez l'homme ». Dans les vidéos suivantes, on va traiter par la suite donc la folliculogénèse ovarienne et son contrôle hormonal, les cycles reproducteurs, les hormones stéroïdes et hormones gonadotropes, les gonadostimulines, l'impact de la nutrition sur l'activité du GnRH, l'ovulation, le transport et la maturation des spermatozoïdes, la physiologie de la gestation, la physiologie de la parturition et du postpartum, et, en dernier lieu, la physiologie de la lactation. Alors, ces différentes parties seront traitées dans des vidéos à part, donc à la suite de cette vidéo, de cette séance. Donc, première partie, donc le premier volet qu'on va traiter, c'est les fonctions testiculaires et l'axe gonadotrope chez l'homme. Alors pour commencer, je vous présente donc le tractus génital mâle. Donc on va voir le testicule au niveau de son contexte anatomique. Alors on va situer le testicule dans ce tractus génital. Ici on a le testicule. Et du testicule part l'épididyme, puis le canal déférent, à l'envers les vésicules séminales, puis arrivons au niveau de la prostate. D'accord? C'est ça, c'est le cheminement du tractus génital mâle. Voilà. Alors, on va voir de près au niveau d'une coupe schématique du testicule. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe au niveau testiculaire. On a bien dit les fonctions testiculaires, d'accord? Et donc, au niveau d'une coupe schématique, alors ici on a le testicule, il est subdivisé en lobules qui sont séparés par des cloisons, qu'on appelle septum, des cloisons. À l'intérieur, on a des tubes séminifères qui sont enroulés en spirale. Et à partir de là, on a le rététestis. Les tubes séminifères acheminent vers le rététestis. Puis, partent du rététestis les canaux efférents. D'accord? Ici, on a l'épididyme, avec la tête de l'épididyme, le corps de l'épididyme et la queue de l'épididyme. D'accord? Et ici, on a le canal déférent. Ici, la coupe montre à ce niveau-là l'arrivée, l'acheminement du canal déférent au niveau du cordon spermatique où on assiste à la présence, bien sûr, de vaisseaux sanguins et de nerfs. On va voir surtout qu'est-ce qui se passe au niveau du tube séminifère sur le plan physiologique, mais continuons à voir de près, parce qu'il faut absolument bien situer ces structures sur le plan histologique et anatomique et histologique, pour bien comprendre par la suite au niveau physiologique. D'accord? Alors ici, ça c'est les tubes séminifères, les cloisons dont on a parlé, le rététestis, les canaux efférents, l'épididyme, puis le canal déférent. Alors, sur une coupe histologique, donc cette coupe histologique, on va prendre un petit fragment ici du tube séminifère, à ce niveau-là, du testicule, en fait, et on va voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'histologie. Eh bien, justement, cette coupe passe par plusieurs tubes séminifères. Alors, ça, c'est un tube séminifère. Voilà, un tube séminifère, un autre tube séminifère, un autre tube voisin, d'accord?
Entre les tubes séminifères, on a l'espace interstitiel. L'espace interstitiel, d'accord? Dans cet espace interstitiel, il y a des cellules spéciales, des cellules qui sont connues sous le nom de cellules de Leydig. D'accord? Les cellules de Leydig se trouvent au niveau de l'espace interstitiel, donc entre les tubes séminifères. À l'intérieur du tube séminifère, qu'est-ce qu'on a? On a une paroi, regardez cette paroi, elle fait tout le tour, et au niveau central, on a la lumière du tube séminifère. C'est au niveau de la lumière du tube séminifère qu'on va rencontrer les spermatozoïdes. D'où viennent ces spermatozoïdes? Eh bien, ils sont formés au niveau de la lignée. On a ici la lignée germinale, d'accord? La lignée germinale, le long de la paroi, on a la lignée germinale, gamétogène ou spermatogène en fait, spermatogène, en commençant par le spermatogonie, d'accord? Ensuite, l'évolution au niveau, c'est-à-dire plutôt, pas l'évolution, mais je veux dire la gamétogénèse, donc pour aboutir à la formation de spermatocyte 1, puis le spermatocyte 2, puis la différenciation en spermatide, puis ce spermatide qui va évoluer en spermatozoïde. D'accord? Entre ces lignées germinales, il y a des cellules spéciales qui se trouvent au niveau de la paroi du tube séminifère et qu'on appelle la cellule de Sertoli. On a pris un petit fragment ici de ce tube séminifère et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, sur le plan schématique, ça c'est une coupe transversale schématique du tube séminifère. Voilà, donc ici on a la lame basale. Alors ça c'est l'épithélium et ça c'est le tissu conjonctif, évidemment en dessous. Et c'est l'espace interstitiel qui est un tissu conjonctif et qui est vascularisé. Rappelez-vous, en histologie, les cours d'histologie de première année, on a vu que le tissu épithélial n'est pas vascularisé. Ça, c'est un tissu épithélial. Et donc, au niveau de la paroi de ce tube séminifère, il y a la lignée germinale, donc où se passe la gamétogénèse, d'accord? Et ici, remarquez la présence d'une cellule, d'accord? Qui va de la lame basale jusqu'à la lumière et qui s'appelle cellule de Sertoli. Ça, c'est son noyau. D'accord? Alors, quelles sont maintenant les fonctions du testicule? Eh bien, il y a deux fonctions testiculaires au niveau de ce type séminifère. On a donc deux compartiments anatomiques et fonctionnels. Quels sont ces compartiments? On a la paroi du tube séminifère, ou toute la paroi du tube séminifère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lignée gamétogène et il y a les cellules de Sertoli. D'accord? Eh bien, au niveau de la paroi du tube séminifère, c'est l'épithélium séminal, on assiste à la fonction exocrine. C'est la spermatogénèse. Ici, on a la spermatogénèse. Tout à l'heure, on va évoquer aussi une autre fonction endocrine au niveau de la cellule de Sertoli. Mais pour le moment, retenez la fonction exocrine de la paroi du tube séminifère. Donc la formation de spermatozoïdes. Et au niveau de l'espace interstitiel, la fonction endocrine, donc la formation ou la synthèse d'androgènes. Les androgènes, ce sont les hormones sexuelles mâles, particulièrement l'hormone principale, c'est la testostérone, et qui sont sécrétées, qui est sécrétée par la cellule de Leydig. Alors ça, c'est la cellule de Leydig. D'accord? Autour de ce tube séminifère, on a des cellules appelées péritubulaires. Péri, c'est-à-dire autour du tube, les cellules péritubulaires. Donc, retenez la présence de cellules de Sertoli, de cellules de Leydig. La cellule de Leydig sécrète la testostérone. Tout à l'heure, on va voir que aussi la cellule de Sertoli sécrète l'hormone sexuelle, une hormone sexuelle convertie à partir de la testostérone. Alors, restons dans la cellule de Sertoli.
D'accord. Alors, pour la cellule de Sertoli, donc on note la présence de jonctions serrées. Donc, ça fait une barrière entre le son et le testicule. Elle empêche le passage des antigènes à travers la lame basale dans le son. La cellule de Sertoli est une source de nutriments pour les cellules germinales en division. Parce que comme, regardez, ça c'est la cellule de Sertoli, et les cellules germinales en division, c'est cette lignée-là. D'accord? Eh bien, la cellule de Sertoli représente une source de nutriments pour les cellules germinales qui sont en train de se diviser. Et elle joue aussi le rôle dans le déplacement des cellules qui sont en division vers la lumière du tube seminifère. Bien sûr, elle donne des sécrétions, c'est-à-dire à partir de la cellule de Sertoli, on a des sécrétions qui vont vers, qui forment le fluide testiculaire qui passe dans la lumière du tube séminifère. D'accord? Et qui permet, bien sûr, qui joue le rôle de milieu liquidien, d'accord, milieu liquidien pour le transport des spermatozoïdes, d'accord. Ensuite, un autre rôle de la cellule de Sertoli, c'est qu'elle fabrique ou elle produit des médiateurs chimiques qui participent à la régulation de la spermatogénèse, à savoir elle synthétise des protéines qui sont l'inhibine, l'activine et des facteurs de croissance, de transformation, particulièrement le TGF-bêta, Transforming Growth Factor Beta. Et comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit que ici, au niveau de la paroi du tube séminifère, c'est surtout la fonction exocrine, donc au niveau de la formation des spermatozoïdes, c'est-à-dire au niveau de la lignée, on aboutit à la présence de spermatozoïdes au niveau de la lumière, et aussi la cellule de Sertoli qui, on vient de voir tous ses rôles, mais en plus, la cellule de Sertoli va synthétiser le stradiol. Le stradiol parce que la cellule de Sertoli contient l'enzyme qui va transformer la testostérone qui vient de la cellule de Sertoli en estradiol grâce à l'enzyme qu'elle possède. Cette enzyme qui s'appelle aromatase, n'existe pas dans la cellule de Leydig. La cellule de Leydig ne possède pas cette aromatase. C'est la cellule de Sertoli qui possède l'aromatase. Alors maintenant, on va étudier cette fonction endocrine testiculaire. D'accord? On vient de dire qu'il y a la sécrétion de testostérone par la cellule de Leydig, la sécrétion d'œstradiol par la cellule de Sertoli. Il faut savoir que on est dans l'axe gonadotrope, c'est-à-dire qu'on est dans la fonction. On va parler de l'axe gonadotrope tout à l'heure, avec la régulation, tout ça, mais jusqu'à maintenant, on est au niveau du tractus génital, d'accord? Mais on est dans le tractus génital mâle. On est dans le tractus génital mâle, d'accord? Et donc, on parle synthèse d'hormones androgènes, surtout d'hormones androgènes, les hormones mâles. Mais il faut savoir que même chez le mâle, hein, il y a beaucoup de synthèse d'androgènes, ça c'est clair, mais il y a un peu de sécrétion d'œstradiol. L'œstradiol, c'est surtout une hormone sexuelle femelle. Donc, on va voir ça, donc vous allez comprendre ça plus tard avec les détails par la suite. D'accord? Alors, pour ainsi conclure, ou dire que chez l'homme, chez le mâle en général, chez le mâle des mammifères, il y a beaucoup plus de sécrétion de testostérone que d'œstradiol. D'accord? La testostérone est sécrétée par la cellule de Leydig et l'œstradiol par la cellule de Sertoli. Alors là, ici, je donne la formule chimique de la testostérone. D'accord? C'est une hormone stéroïde, d'accord, qui contient 19 atomes de carbone. Alors, ils sont tous numérotés ici. Alors, en général, les androgènes sont sécrétés par les testicules,
par les glandes surrénales et par les ovaires aussi. On va voir par la suite, quand on va étudier le tractus génital femelle. Donc, on va bien sûr voir que chez la femelle, il y a beaucoup plus de sécrétion d'œstradiol que de testostérone. D'accord? Le testostérone, c'est le précurseur de sécrétion d'œstradiol. Ok? Donc, l'hormone principale des androgènes, c'est la testostérone. On rencontre aussi des dérivés de testostérone comme le déhydroépiandrostérone, le DHA, qui sont aussi actifs, l'androstendione, d'accord? Alors, les androgènes sont pour le rôle des androgènes au niveau du testicule fœtal. Il joue le rôle de différenciation sexuelle du système reproducteur. D'accord? C'est grâce à la testostérone. La testostérone, ou les androgènes en général, permettent le développement des caractères sexuels secondaires mâles, comme la voix grave, la pilosité, donc les caractères sexuels que vous connaissez, qui sont couramment connus. Hein? Et je cite l'exemple de la voix grave, la pilosité, etc. Un autre rôle des androgènes, c'est l'initiation et le maintien de la spermatogénèse. Un autre rôle, alors, c'est l'action anabolisante. Donc, grâce à la rétention azotée par la diminution de l'excrétion de l'azote urinaire et aussi la participation à la biosynthèse protéique. Toujours dans la fonction endocrine du testicule, on va voir que des rôles connus de la testostérone. Vous savez tous que la testostérone donne du souffle et du tonus. Elle humidifie les muqueuses des yeux et de la bouche. C'est un stimulant de l'énergie cellulaire. Elle élève le métabolisme basal de repos, le métabolisme énergétique de repos. C'est une hormone nécessaire au maintien du poids. Elle stimule de manière importante le métabolisme du glucose et améliore la sensibilité à l'insuline. D'accord? Une insuffisance en testostérone entraîne une réduction marquée de l'anabolisme et une diminution de l'oxydation des graisses. Elle est sécrétée chez l'homme tout au long de la vie, mais elle est plus basse chez les sujets âgés. Sa sécrétion commence à diminuer à partir de l'âge de 40 ans. Le taux de TEBG, la TEBG, c'est testostérone binding globulin, c'est-à-dire ce sont des protéines porteuses, donc des protéines de liaison de testostérone. Il faut savoir que dans le sang, la testostérone ne circule pas de façon libre. Elle est liée à des protéines de liaison. Et ce sont des protéines porteuses de la testostérone plasmatique, d'accord? Et ce taux de cette protéine de liaison augmente avec l'âge. Autrement dit, la biodisponibilité de la testostérone diminue avec l'âge, du moment qu'elle est plus liée à la protéine de liaison. D'accord? Alors, l'augmentation de cette protéine de liaison s'accompagne d'une diminution de testostérone plasmatique biodisponible, donc la testostérone libre, et d'une augmentation du taux plasmatique de LH. On va voir ça tout à l'heure, dans l'axe gonadotrope, parce qu'il y a des systèmes de régulation, de rétrocontrôle au niveau hypophysaire. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. LH, c'est la lutéinisine hormone, l'hormone lutéinisante. D'accord? LH est sécrétée par l'hypophyse antérieure, bien sûr, et stimule la synthèse de la testostérone. Alors, le vieillissement testiculaire s'accompagne d'une diminution de la réponse des cellules de Leydig à la stimulation par la LH et une réduction progressive de l'activité génitale, de la fertilité, du volume testiculaire, de la masse musculaire et de la pilosité. Mais il faut savoir que, je dis bien diminution ou réduction de la fertilité, mais l'homme reste fertile quand même jusqu'à la fin de la vie. C'est connu de tous. D'accord? On va voir maintenant cet axe gonadotrope. Axe gonadotrope.
l'axe gonadotrope. Et donc, quand on parle de l'axe gonadotrope, on va parler de l'hypothalamus, de l'hypophyse et de la sphère gonadique. La sphère gonadique, dans le cas du mâle, c'est le testicule. Et donc, la sphère gonadique, on va voir au niveau du tube séminifère. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quels sont les contrôles qui se font entre l'hypothalamus, l'hypophyse et le tube séminifère, et aussi au niveau du testicule en général avec l'espace interstitiel, c'est-à-dire au niveau testiculaire. Voilà. Alors, au niveau de l'hypothalamus, il sécrète, il produit un neurotransmetteur, donc le GnRH, gonadotropine, relaisine, hormone. C'est l'hormone de relâche de gonadotropine. C'est une gonadolibérine, c'est-à-dire c'est cette hormone-là qui va stimuler la libération par l'hypophyse antérieure de l'hormone lutéinisante, la LH. Donc, ce neurotransmetteur qui est libéré au niveau des neurones, à partir des neurones à GnRH, ce neurotransmetteur passe dans les systèmes porte-hypophysaires, donc au niveau sanguin, et va stimuler l'hypophyse antérieure pour sécréter l'hormone lutéinisante. Ce LH stimule les cellules de Leydig, et les cellules de Leydig sécrètent la testostérone grâce à cette stimulation. Alors bien sûr, le taux de testostérone, quand il est élevé, il y a un rétrocontrôle négatif. Bon, j'ai dit androgène en général, mais ici c'est la testostérone, d'accord? Un rétrocontrôle négatif au niveau aussi bien hypothalamique que hypophysaire. Donc, soit directement au niveau de l'hypophyse, soit indirectement en inhibant l'hypothalamus qui va freiner donc la libération de GnRH et donc freiner au niveau hypophysaire la LH. D'accord? C'est donc un rétrocontrôle négatif. La testostérone passe au niveau de la cellule ça c'est la cellule de Sertoli, passe au niveau de la cellule de Sertoli. D'accord? Voilà. Alors, et ici, on a l'hypophyse, le GnRH, il stimule la sécrétion de LH et il stimule aussi, par la même occasion, la sécrétion de FSH. D'accord? Et cette FSH, c'est-à-dire que la cellule de Leydig, stimulée par LH, sécrète la testostérone. La cellule de Sertoli, stimulée par la FSH, elle sécrète l'androgène binding protein, ça c'est la protéine de liaison de l'androgène, et donc c'est la protéine qui va lier la testostérone, l'ABP, protéine binding protein, plus testostérone, donc ça va être la testostérone liée à sa protéine de liaison, d'accord? Et cette FSH, au niveau de la cellule de Sertoli, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler la production d'œstradiol, d'inhibine et d'ABP, que je viens de dire. Donc, stimuler les sécrétions d'œstradiol. D'où vient l'œstradiol? L'œstradiol, il vient du résultat de l'aromatisation de la testostérone qui est passée dans la cellule de Sertoli, parce que la cellule de Sertoli contient l'enzyme aromatase. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, cette inhibine et le stradiol, qu'est-ce qu'ils vont passer? Ils vont passer dans la circulation. Ça, c'est le vaisseau sanguin. Ils passent dans la circulation. Ok? Et aussi, ils exercent un rétrocontrôle quand il y a, c'est-à-dire quand il y a une augmentation de sécrétion d'œstradiol et d'inhibine, il va y avoir un rétrocontrôle négatif de l'œstradiol et de l'inhibine pour freiner la sécrétion, soit directement, soit indirectement, la sécrétion de LH et FSH au niveau hypothalamo-hypophysaire, directement au niveau hypophysaire et indirectement via l'hypothalamus par le GnRH. Alors, ces compartiments de synthèse hormonale
à savoir, premier compartiment qui est la cellule de Leydig, deuxième compartiment, la cellule de Sertoli, on va voir ces sécrétions hormonales, c'est-à-dire la stéroïdogénèse, donc la synthèse des hormones stéroïdes, la synthèse des hormones stéroïdes entre ces deux cellules du tube séminifère. La cellule de Leydig produit la testostérone qui passe dans la cellule de Sertoli et est convertie en œstradiol. Donc, la cellule de Leydig synthétise la testostérone qui passe dans la cellule de Sertoli et est convertie en œstradiol. Alors ici, schématiquement, je représente la cellule de Leydig ici. Et la cellule de Leydig, elle est stimulée, on a dit, par la LH. C'est ce que je représente ici. La cellule de Leydig, stimulée par la LH, d'accord, elle va synthétiser la testostérone. Alors, cette testostérone, comment elle est synthétisée? Ici, on a un schéma de biosynthèse, une représentation schématique très résumée de la biosynthèse. On va voir ça tout à l'heure, la biosynthèse complète des hormones stéroïdes, de façon détaillée avec les enzymes, etc. Et donc, ça c'est le col, c'est cholestérol, testostérone, œstradiol et PRG, c'est la progestérone. D'accord? Alors, on a soit directement le cholestérol, il est internalisé au niveau cytoplasmique et passe au niveau des gouttelettes lipidiques pour être stocké sous forme d'ester de cholestérol. D'accord? Et aussi, on a la synthèse de cholestérol à partir de l'acétate. Et ce cholestérol passe dans la mitochondrie. D'accord? Aussi, au besoin, au niveau de ces gouttelettes lipidiques peuvent libérer du cholestérol au besoin qui passe dans la mitochondrie. Et donc, ce cholestérol va donner la prégnénolone. La prégnénolone va donner la progestérone, ou soit elle va donner la progestérone et donc la testostérone, soit passer par l'androsténiol et donner la testostérone. Et ça se passe au niveau du microsome de la cellule. D'accord? Ça, c'est les organismes cellulaires, évidemment. D'accord? Alors, ça, c'est la cellule de Leydig. La testostérone passe dans la cellule de Sertoli. La cellule de Sertoli, stimulée par la FSH. Cette FSH stimule l'enzyme, qui est l'aromatase, qui va permettre la transformation de testostérone en œstradiol. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire aromatase? Aromatase, ça vient du mot aromatisation. Aromatisation. Alors, je vais revenir en arrière un petit peu pour vous montrer. Ici, on a le schéma général la représentation schématique de la structure de la testostérone qui est un androgène. Eh bien, les androgènes, ce sont des hormones stéroïdes qui ne sont pas aromatiques. C'est-à-dire, ici, on a une seule double liaison. D'accord? Alors, par la suite, les œstrogènes, on va voir ça dans le cours tout à l'heure, donc les œstrogènes, ils ont un noyau aromatique. On a 3 doubles liaisons ici. On a un noyau aromatique. C'est-à-dire, pour le passage de la testostérone à l'œstradiol va donner un œstradiol qui a ici un noyau aromatique. Et c'est pour ça que on parle d'une enzyme d'aromatisation. D'accord? On parle de l'aromatisation et l'enzyme, ça s'appelle l'aromatase, qui va transformer la testostérone en œstradiol. Eh bien, cette aromatisation, elle est soit stimulée, soit inhibée par un certain nombre de facteurs. Alors que je cite, alors je les ai marqués ici et je vais vous donner ici sur cette diapositive la signification de chaque. Alors FSH-BI, c'est l'inhibiteur de la fixation de FSH à son récepteur. Le TGF alpha et bêta, facteurs de croissance de la différenciation cellulaire. EGF, ce sont des facteurs de croissance épidermique. C'est un facteur de croissance épidermique. IGF-1, c'est le facteur de croissance insulinique 1. Et TNF, c'est le tumor necrosis factor. Ça, c'est les différentes molécules qui modulent l'activité du complexe enzymatique de l'aromatisation. Ils modulent l'activité de cette aromatase
Alors, ces facteurs-là modulent l'activité de l'aromatase, comme vous voyez, soit négativement, soit positivement. D'accord? Pour le TGF-bêta et l'IGF-1, l'activine, c'est une modulation positive. C'est une potentialisation de l'activité de l'aromatase, une stimulation. D'accord? Et ici, on a l'inhibition, les facteurs inhibiteurs. Pour cette stéroïdogénèse testiculaire, une certaine quantité de testostérone et d'androstendione sont sécrétées par la cellule de Leydig, pénètrent librement dans la cellule de Sertoli. Alors, ces hormones se lient alors directement à leurs récepteurs. Ou alors, elles sont d'abord converties en dihydrotestostérone, d'accord, la DHT, d'accord, et ça donne la synthèse d'œstradiol grâce à l'aromatase. Grâce ici, grâce à l'aromatase. Maintenant, le mécanisme d'action de LH au niveau de la cellule de Leydig. À la suite de la stimulation par la LH, les cellules interstitielles de Leydig sécrètent la testostérone. Cette hormone est produite à partir du cholestérol selon une chaîne de biosynthèse qui met en jeu un système enzymatique en cascade qui est complexe. On va voir ça tout à l'heure sur le schéma de la stéroïdogénèse testiculaire. Alors, l'activation des récepteurs de la LH au niveau de la membrane des cellules de Leydig stimule l'adénylate cyclase et entraîne la formation d'AMP cyclique, CAMP. La LH est une hormone CAMP dépendante. Le récepteur, il est membranaire, CAMP dépendant. Le CAMP active les protéines kinases qui favorisent la conversion du cholestérol en prégnénolone. Quel est le rôle de la LH dans la stéroïdogénèse? Eh bien, le cholestérol, il a une structure, donc c'est une structure moléculaire qui a 27 atomes de carbone. Je vous rappelle que pour la testostérone, c'était 19 atomes de carbone. Alors le cholestérol, il a 27 atomes de carbone. Il est transporté vers les mitochondries sous l'action de la LH et ce transport est régulé par une protéine de transfert activatrice de la stéroïdogénèse. Ça s'appelle STAR ou stéroïdogénésis activator factor. Protéine. STAR, c'est stéroïdogénésis activator protéine. Rôle de cette protéine STAR, le rôle de cette protéine STAR a été également décrit dans la surrénale, dans la glande surrénale et l'ovaire. On verra ça quand on va étudier au niveau du tract de l'axe gonadotrope, généralement l'axe gonadotrope femelle. D'accord? Alors, dans la mitochondrie, le début de la cascade de la stéroïdogénèse est marqué par le clivage du cholestérol C27, le cholestérol, en prégnénolone, par le cytochrome P450. La prégnénolone, biologiquement inactive, est éjectée dans le réticulum endoplasmique où elle est métabolisée sous l'action d'enzymes oxydatifs du groupe des cytochromes P450 dont l'activité est stimulée par la LH. Donc, et alors convertie en une variété de stéroïdes C19, dont la testostérone. C'est un stéroïde qui a 19 atomes de carbone, la testostérone. Ce n'est pas la totalité de prégnénolone dont on vient de parler, qui est transformée en testostérone. La cellule de Leydig élimine alors des composés intermédiaires, tels que le DHEA, déhydroépiandrostérone, la progestérone, le 17-alpha-hydroxyprogestérone et l'androstendiol. Alors ça, on va le voir sur le schéma tout à l'heure, le schéma de biosynthèse des hormones stéroïdes. Je vais vous donner un schéma qui résume tout ça. Voilà, c'est cette diapositive-là. Donc, ça, c'est la biosynthèse des hormones stéroïdes sexuelles chez l'homme. Alors, ici, je dis bien
des hormones stéroïdes sexuelles chez l'homme, mais j'ai marqué ici, et d'ailleurs je vous l'ai donné dans le support du cours, ici, ça c'est des hormones qui ne sont pas sexuelles. D'accord? Ça, ici, ce sont des hormones stéroïdes qui ne sont pas sexuelles. À savoir, l'aldostérone et le cortisol. Elles sont synthétisées au niveau surrénalien. D'accord? Parce que, à savoir que la biosynthèse des hormones stéroïdes se fait au niveau testiculaire, au niveau ovarien et au niveau de la glande surrénale. C'est pour ça que ici j'ai marqué des pointillés. Donc ici, ce sont des hormones qui ne sont pas stéroïdes, qui ne sont pas sexuelles. Restons donc dans les stéroïdes sexuels. On a deux voies pour aboutir à la testostérone. La voie delta 4. Bon, dans certains ouvrages, vous allez trouver D4, mais c'est delta 4 ou D4. Et delta 5, selon les composés intermédiaires. Alors, si le composé intermédiaire, il est 3-céto, donc c'est la delta 4 stéroïde, ou 3-hydroxy, c'est la delta 4 stéroïde. Et pour les cellules de Leydig, c'est la voie delta 4 qui est préférentielle. D'accord? Donc ici, on a la voie delta 5. OK? Et ici, on a la voie delta 4. Donc, le précurseur commun à la synthèse, à la biosynthèse des hormones stéroïdes, c'est le cholestérol qui a 27 atomes de carbone qui va donner la prégnénolone et le 17-hydroxyprégnénolone, le DHEA, dihydroxyépiandrostérone, d'accord, et l'androstendiol. Donc, cette voie delta 5 va donner la testostérone. Donc, la voie delta 5 est celle-là. Ou alors, le cholestérol donne la prégnénolone qui donne la progestérone et la voie delta 4, c'est celle-là. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il y a le plus important à retenir, c'est que le précurseur commun, c'est le cholestérol qui donne la prégnénolone qui va donner la progestérone. Donc, voie delta 5 pour aller à la testostérone, à la testostérone, voie delta 4 pour aller à la testostérone avec les étapes intermédiaires. Et donc, l'androstendione et la testostérone sont capables, grâce à la P450 aromatase, ici aussi on a la P450 aromatase, de se convertir en hormones œstrogènes. Les hormones œstrogènes ont 18 atomes de carbone. Si regardez le noyau aromatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 3 doubles liaisons. Dans les hormones œstrogènes, il y a 3 doubles liaisons. D'accord? Dans le premier noyau, 3 doubles liaisons. Alors ça, c'est la formule chimique. D'accord? Et comme ici, voilà, on a un groupe hydroxyle et un groupe hydroxyle. D'accord? Alors ça, donc, c'est l'œstradiol. C'est la formule de l'œstradiol. Œstradiol, de fonction alcool. D'accord? Et je n'ai pas donné la formule chimique de l'œstrone. Œstrone, il y a une double liaison. L'œstrone. D'accord? Une double liaison au niveau du radical. D'accord? Et il y a aussi un autre œstrogène. On connaît 6 œstrogènes principaux. 3 sont très connus et qui sont le plus actifs. Et particulièrement le plus actif, c'est l'œstradiol. D'accord? Et aussi, on a l'œstriol. 3 fonctions alcool. 3 fonctions alcool. Mais bon, donc vous retenez surtout, l'activité principale des œstrogènes est assurée par l'œstradiol. D'accord? Chez la femelle. Alors, quel est le contrôle paracrine de la stéroïdogénèse? On a des interactions qui sont régulatrices au niveau du testicule, pour cette stéroïdogénèse, des interactions qui sont réciproques entre les cellules interstitielles et cellules de Leydig, et au niveau du tube séminifère qui sont médiées par des facteurs de croissance IGF-1 et des protéines de liaison de IGF-1. Donc, première interaction entre la cellule de Leydig et le tube séminifère, la paroi du tube séminifère. Deuxième interaction, des facteurs tubulaires qui modulent la fonction des cellules de Leydig, les facteurs au niveau du tube séminifère, c'est-à-dire le tube séminifère agit ou module l'activité
des cellules de Leydig. Donc, ça, on parle de régulation ou de contrôle paracrine. D'accord? Et les cellules de Leydig qui agissent sur les cellules de Sertoli via les androgènes. L'interaction réciproque entre les cellules péritubulaires, on les a vues tout à l'heure au niveau du schéma, les cellules qui se trouvent autour du tube séminifère et les cellules de Sertoli, d'accord? Et enfin, l'interaction entre les cellules germinales, les cellules de la lignée germinale, de la spermatogénèse et les cellules de Sertoli. Maintenant, le contrôle endocrinien de la spermatogénèse. Eh bien, l'initiation et le maintien de la spermatogénèse est assuré grâce à la testostérone. La FSH est importante pour l'initiation de la spermatogénèse à la puberté. Testostérone et FSH agissent via les cellules de Sertoli. Et justement, la preuve que la testostérone est importante dans ce contrôle endocrinien, c'est que lorsqu'on supprime de façon expérimentale la testostérone par des anti-androgènes, par exemple, comme si on donne des anticorps anti-testostérone, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc ça, on peut le faire chez les animaux de laboratoire. Eh bien, on assiste à l'apoptose des cellules germinales. Et donc, la testostérone est le facteur de survie des cellules germinales de la spermatogénèse. D'accord? Au niveau des cellules germinales. La testostérone est très importante. Ici, je vous représente le contrôle neuro-endocrine de la spermatogénèse. Je reviens au tube séminifère, la lumière du tube séminifère, la paroi, et c'est la lignée de la spermatogénèse, la lignée germinale. Et ici, les cellules de Leydig. D'accord? Alors, la spermatogénèse, ici, se fait au niveau du tube séminifère. Elle est stimulée par la FSH. Et quand la vitesse de spermatogénèse est importante, l'inhibine ralentit. Et la sécrétion d'inhibine par la cellule de Sertoli ralentit la spermatogénèse au niveau hypophysaire. Comment elle la ralentit? C'est-à-dire qu'elle va inhiber la sécrétion de FSH. Donc un rétrocontrôle négatif de la spermatogénèse. D'accord? Et bien sûr, ici, la stimulation se fait par la LH qui stimule la cellule de Leydig, qui stimule la testostérone, et on vient de voir dans la diapo précédente le rôle de la testostérone au niveau de la spermatogénèse. Voilà, c'est très important, le rôle de la testostérone. D'accord? Et bien sûr, le rétrocontrôle se fait via les androgènes, au niveau hypothalamo-hypophysaire, pour ralentir la sécrétion de testostérone. Ici, je vous présente juste donc les nomenclatures on en a parlé un peu, et donc et vous les connaissez déjà d'ailleurs. Donc ça, c'est l'hypothalamus qui a une sécrétion bien sûr, où il y a la sécrétion pulsatile sous forme de pulse. On va voir ça dans les diapositives, dans les vidéos suivantes, du GNRH. Le GNRH est appelé aussi LHRH, anciennement appelé LHRH. GNRH, gonadotropine relésine hormone. GNRH, appelé LHRH, parce que au début, lorsque les chercheurs ont découvert au XXe siècle, quand il a été découvert, ils ont montré d'abord que il stimule, le LHRH stimule la libération de LH au début, mais après ils ont montré qu'il stimule aussi la libération de FSH. D'accord? Et donc ils l'ont appelé gonadotropine relésine hormone, l'hormone qui stimule la libération des gonadotropines. Alors c'est très important, je tiens à
insister sur ces termes. Alors ça, c'est LH-FSH, ce sont des gonadotropines, les hormones gonadotropes. Les gonades, c'est quoi? Ici, on a la sphère testiculaire, d'accord? Mais après, chez la femelle, c'est les ovaires, d'accord? Les hormones gonadotropes, c'est-à-dire qu'ils vont faire les stimulations au niveau des gonades, gonadotropines, d'accord? Et les hormones hypothalamiques, ce sont des hormones qui sont appelées des libérines, c'est les hormones de libération, qui stimulent la libération d'hormones gonadotropes, d'accord? Alors, bien sûr, les hormones gonadotropes ont aussi une sécrétion pulsatile. La FSH, c'est la folliculostimulative hormone qui stimule le follicule. Le follicule, c'est au niveau de l'ovaire, au niveau de l'ovaire, donc chez la femelle, mais c'est la même chose. C'est ce qui a été découvert au début, c'est que la FSH stimule le follicule ovarien, mais par la suite, on a démontré donc que la FSH stimule aussi au niveau de la gonade mâle, au niveau de la cellule de Leydig. La LH, c'est l'hormone lutéinisante. On va voir ça dans les vidéos suivantes. Au niveau de la lutéinisation, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, c'est la formation du corps jaune. Mais bon, juste entre parenthèses, mais on va étudier ça en détail par la suite. Et bien sûr, le testicule sécrète les androgènes et l'inhibine. Les facteurs paracrines sécrétés par les cellules de Sertoli et qui sont impliqués dans le contrôle de la spermatogénèse. J'ai cité un certain nombre de facteurs, plusieurs facteurs, et j'attire je vais vous retenir quelques-uns, comme l'activine, comme les androgènes binding protéines, donc les protéines de liaison, comme les facteurs de croissance insulinique 1, l'IGF-1, l'inhibine A ou B, et les facteurs de transformation, transforming growth factor, facteur de croissance transformation, c'est le transforming growth c'est croissance, facteur, d'accord? Facteur de croissance de transformation, donc TGF alpha et TGF bêta. Voilà. Donc, avec ce dernier message, je termine cette première vidéo du cours de physiologie de la reproduction et je vous remercie.